Le soleil vient à peine de se lever sur le petit village de Mauvezin dans le Gers. Depuis 20 ans, toujours à la même date, des milliers de concurrents se rassemblent sur la Grand Place pour participer à une course unique au monde. Mesdames et messieurs les vététistes. Le top départ est donné par un lâcher de canard. Car c'est bien le canard qui est le roi de cette fête gasconne. 1500 coureurs à pied et vététistes vont parcourir 25 km à travers la campagne. Mais aux 7 points de ravitaillement, pas de verre d'eau ni de barre énergétique. Ce qui est proposé aux participants pour reprendre des forces, ce sont tartines de foie gras. Elles sont offertes par les fermiers producteurs de foie gras artisanal du Gers. Tout est fait ici. Ils sont faits sur place, ça. Le canard, le maïs et surtout le savoir-faire. Voilà. Si c'est pas de savoir-faire, on fait pas Oui. grand chose. Savoir-faire, c'est le principal. Ça se demande pas. C'est moelleux. C'est onctueux. C'est onctueux, monsieur. C'est très très onctueux. Mon ami a dit onctueux, vous pouvez dire onctueux. L'année dernière, 140 kilos de foie gras ont été consommés durant la course. Que du produit local, cuisiné dans les règles de l'art. Je suis une éternelle amoureuse du terroir et des produits français, que ce soit le vin, que ce soit donc, le foie gras. Non, c'est vraiment très important de conserver ces valeurs-là et on court après. Celui qui a eu l'idée de cette course en 1992, c'est Jean-Pierre, un ancien coureur de fond de Mauvezin. Nous recevons des coureurs de toute la France, de toutes les régions françaises et de l'étranger. Alors on leur apprend ce que c'est que le foie gras, parce qu'il y en a beaucoup encore, ils croient que c'est du pâté. Mais non, c'est pas du pâté. Ça n'a pas été malaxé. Jean-Pierre refuse chaque année plus de 2000 participants. Pas assez de place sous la halle pour tous les installer au déjeuner. Mais ce foie gras artisanal, produit selon les bonnes vieilles méthodes traditionnelles, est désormais menacé. Aujourd'hui, le foie gras est produit à la chaîne et en usine. À gauche, le canard traditionnel. À droite, le canard industriel. C'est l'histoire d'une tradition en péril. La méthode de gavage et de production du foie gras a été développée dans notre pays il y a plus d'un siècle. Des fabrications locales, propres à des terroirs bien identifiés, principalement dans le sud-ouest. Il y a à peine 20 ans, la production restait encore confidentielle et le foie gras était alors présenté comme un produit de luxe. Mon oncle, mes amis, ma maison, mon foie gras. Le foie gras dans toute sa noblesse. Mais depuis, Tonton et son château ont disparu des pubs. Le foie gras est devenu un produit de grande consommation. Ce week-end, vivez une expérience extraordinaire chez Cookie avec le suprême foie gras. Résultat, la consommation de foie gras a été multipliée par 8 en 20 ans. Alors, qui fabrique aujourd'hui du foie gras? Les techniques ont-elles évolué? Comment expliquer que du foie gras bulgare se retrouve dans nos assiettes estampillées « produits français » ? Et pour nous, consommateurs, la qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Alain Le Courtois est un ancien chef cuisinier. Il est l'auteur d'un grand dictionnaire de la gastronomie. On va découvrir avec lui ce qui est proposé au rayon foie gras d'un hypermarché. C'est là que s'écoule 75% de la production française. Il est accueilli par Hervé, le directeur. Je t'en vais nos rayons, on y va. Dans le bac, des barquettes, des bocaux, des emballages sous vide, difficile de s'y retrouver. Et pourtant, derrière tous ces emballages, il n'y a en fait que 3 variétés de foie gras. Une fois déballés, les voilà. Le must, c'est le foie entier, c'est le plus cher.
Pour toutes les bourses, puisque là, en fonction de son pouvoir d'achat, d'accéder au foie gras et puis de profiter d'un produit festif. Bon, Monsieur Guerton, donc là nous sommes sur des marques nationales. Tout à fait. Donc c'est des portions de 6 à 8 personnes, c'est du bloc. Retournons dans le bac de l'hypermarché. Ici, pléthore de marques, principalement de fabrication industrielle. Car aujourd'hui, l'immense majorité du foie gras est produite par des grands groupes. En France, ils sont 3 à se partager plus de 70% du marché. Lurberry, Euralis et Maïsadour. Vous ne connaissez pas leur nom, mais vous connaissez leur marque. Et puis, dans un coin du bac, une petite marque artisanale se fait une place. Un grammage? Alors au niveau des foie gras, j'ai le bocal de foie gras mi-cuit, 200 grammes, et le foie gras en conserve, 120 grammes. C'est de la conserve donc. François Butel n'est pas un industriel, c'est un producteur local. Il vient chercher les clients. Le moment est stratégique, car la période des fêtes concentre à elle seule la majorité des ventes. Le chiffre est même impressionnant. 80% des ventes de foie gras s'effectuent au moment de Noël. Oui, c'est la saison, donc on est en plein dans le travail. Là, vous allez rentrer en pleine saison, quoi. On est déjà dans la pleine saison. Et le foie gras reste un mets festif. Le foie gras, c'est Noël. Donc il faut être blanc. Côté prix, le foie gras de cet artisan local est le plus cher. Les clients le comprennent bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. La qualité a un prix. On ne peut pas avoir un très bon produit à un très petit prix. Tout a un prix, quoi. On n'a pas une Porsche pour le prix d'une de chevaux. Comment expliquer ces différences de prix? Est-ce l'élevage, le savoir-faire, le procédé de fabrication? Pour comprendre, direction Pomarez, en plein cœur des Landes. Par excellence, la région du foie gras. Dans la mairie du village, des photos témoignent d'un temps révolu. Les marchés au gras. À l'époque, les fermiers vendaient leurs canards entiers, abattus. Ils les disposaient bien alignés sur un banc. C'était la seule manière de vendre leurs volailles. À quelques kilomètres du village, les Dumec, éleveurs, s'efforcent de maintenir la tradition, héritée de leur grand-mère. Car longtemps, le gavage était réservé aux femmes. Sans doute un coup de main plus doux. Simone est la mère de Guy et grand-mère de Jean-Pierre Dumec. Elle a transmis son savoir-faire à son fils, qui à son tour l'a transmis au petit-fils. Aujourd'hui, les hommes ont repris l'exploitation. Ils élèvent chaque année 20 000 canards qui s'ébrouent librement dans la propriété. Dans les années 90, Guy, le père, a fait le choix d'investir et de moderniser ses équipements, tout en gardant un rythme de production artisanale. Si je suis présent moi et si je peux en faire la relève, c'est grâce à mes parents. Mes parents, eux, il y a une trentaine d'années, ont su investir, moderniser, justement, améliorer cette production pour pouvoir la transmettre. Ils m'ont transmis donc un outil de travail et un savoir-faire et qui fait partie de notre terroir. C'est ça qui est magnifique. Les canards vont grandir en liberté. À l'âge de 13 semaines, ils sont amenés dans ce bâtiment. C'est là qu'a lieu le gavage. Les locaux sont lumineux et aérés. Les volailles sont dans ces cages. Elles sont suffisamment larges pour les laisser libres de leurs mouvements. Depuis un siècle, la méthode de gavage n'a pas changé. Et la nourriture de base du canard non plus. C'est du maïs qui est cuit. Le grain de maïs, déjà, il a une odeur. Alors on y met un peu de sel, des fois on y met un peu de graisse pour qu'il soit bien lubrifié un peu, pour qu'il descende beaucoup plus facilement. Il est pas trop chaud. C'est limite. Je suis au milieu de mes canards. Plus ou moins, vraiment, ils sont pas du tout cloisonnés dans une cage ou même dans une petite cage collective. Ils ont vraiment de l'espace. Ils peuvent
se laver la plume et ils sont en peine plus ou moins en liberté du moins ces canards. C'est gestuel, ça fait près d'une quinzaine d'années que je gave, ça prend pas du jour au lendemain comme ça, c'est très délicat et à un moment donné il y a des canards qui arrivent à être blessés au tout début, il y a l'apprentissage à faire et là c'est vrai qu'après il y a au niveau d'une sensibilité au niveau de la main où il faut avoir une adresse pour faire entrer malgré la rapidité avec délicatesse dans l'œsophage du canard. Après 15 jours de gavage, les foies des canards pèsent en moyenne 750 grammes. Les Dumec vendent leurs volailles directement à la ferme, à des restaurants ou à un grossiste de Toulouse, à un prix élevé. Le consommateur à l'heure actuelle, s'il regarde le prix, il ne viendra pas chez moi. S'il veut de la qualité, il viendra chez moi. Cette production traditionnelle ne représente plus que 5% des ventes en France. Des petits poussets qui tentent de résister face aux gros producteurs. Car les industriels contrôlent aujourd'hui 95% du marché. Comment sont-ils parvenus à un tel résultat ? Comment peuvent-ils produire autant ? Et avec quelle technique ? Nous avons contacté l'un de ces groupes, Euralis. Son siège social est situé au pied des Pyrénées, aux alentours de Pau. Euralis est un producteur de maïs, le numéro 1 en Europe. Une réussite que l'industriel affiche ici en couleur. Un bâtiment flambant neuf, ultramoderne, 5000 salariés, un chiffre d'affaires de plus d'1,3 milliard d'euros, toute activité confondue. Aujourd'hui, 12 000 paysans de Vendée, de Bretagne et du Sud-Ouest dépendent d'Euralis. Après plusieurs tentatives et 2 mois de discussion, il nous a finalement ouvert les portes d'une ferme. Mais pas n'importe laquelle. Une ferme modèle qu'Euralis fait visiter aux journalistes ou à de gros clients du groupe. Nous sommes à l'El Amidou, dans le Béarn. Claude Laberdesque est le propriétaire de la ferme. Petit-fils d'agriculteur, il tient beaucoup à nous rappeler ses origines paysannes. Je suis né dans ce village et ça fait depuis 3-4 générations. Et le village n'a pas changé. Il s'est un peu rénové parce qu'il y a de nouveaux habitants. Et il y a moins d'agriculteurs, on n'est plus que 5 agriculteurs. Mais Claude Laberdesque est aussi le vice-président d'Euralis. En homme d'affaires avisé, il a très vite compris l'intérêt de se lancer dans la production de foie gras. C'était dans les années 90. Pour nous, le canard gras était vraiment une opportunité pour les agriculteurs de notre taille, c'est-à-dire 20-30 hectares. Voilà, sinon, on n'aurait pas pu continuer d'exister avec 20 hectares de maïs. Et là, on a réussi, par cette filière, d'abord à valoriser tout ce maïs par du foie gras, dans un marché qui était en pleine croissance. En 20 ans, la filière de production de foie gras a été créée de toutes pièces pour écouler la production de maïs. Des centaines de petits agriculteurs se sont transformés en éleveurs-gaveurs, en contrat exclusif avec Euralis, qui contrôle toute la chaîne de production. De la fourniture du matériel, des canetons, de la nourriture, jusqu'à la vente. Claude Laberdesque peut donc se concentrer sur ce qu'il sait faire, l'élevage et le gavage, dans des conditions modèles qu'il va s'efforcer durant toute la visite de nous vanter. Là, ils sont petits, donc ils sont alimentés à volonté. Ils viennent vraiment quand ils ont faim. Voilà. Et après, ils vont s'abreuver à ces petits abreuvoirs-là, ces pipettes. Donc ils vont chercher eux-mêmes l'eau, vous les regardez là-bas, avec le bec. Ils appuient sur la pipette et c'est tout le temps de l'eau fraîche et de l'eau propre. Et ça, c'est indispensable pour la bonne santé du caneton. Ça finirait presque par être touchant. Mais la ferme de M. Laberdesque reflète-t-elle vraiment la réalité de l'élevage industriel ? Pour répondre, nous quittons Euralis. Direction la Vendée, premier département d'élevage de canards en France. Nous retrouvons Sébastien. Il préside une association de protection animale. Son nom, L214. Son combat, dénoncer la souffrance animale. Car le gavage est un sujet sensible et polémique. Mais en fait, le gavage, ça date de quand ?
Le gavage, c'est une invention des Égyptiens. C'était il y a 4500 ans. Et aujourd'hui, en Europe, 5 pays autorisent encore le gavage. La France, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie et la Bulgarie. Les Pour certifient que cette technique est basée sur une aptitude naturelle des oiseaux migrateurs à s'engraisser avant de longs voyages. Ils estiment qu'un foie gavé n'est pas un foie malade. Les Antilles, eux, à l'appui d'autres études scientifiques, considèrent que les canards gavés sont maltraités. Ils mettent en avant que la mortalité pendant le gavage est 6 fois plus importante que durant l'élevage. Et c'est la conviction de notre militant. La Vendée, c'est là qu'on produit du volume de foie gras en France, beaucoup de volume en France. Ouais. Un peu comme si le sud-ouest était la vitrine et puis la Vendée, c'est là où ils font du volume. C'est un peu ce que m'ont déjà dit des gaveurs en fait. Sébastien est la bête noire des groupes industriels. D'ailleurs, il a participé en novembre 2013 à la première journée de lutte mondiale contre le foie gras avec des actions dans l'Hexagone et devant plusieurs ambassades de France à travers le monde. On va regarder autour tous les élevages avicoles, les élevages voilà, qui pourraient être des salles de gavage. Alors ici par exemple, là je vois une batterie d'élevage qui pourrait être ça. Et ici par exemple, voilà, on a la carte IGN avec les 4 lettres ELEV, donc E qui veut dire élevage en légende. Donc on sait ici qu'on a des bâtiments d'élevage. Alors le plan d'attaque, c'est identifier si c'est fait gavage et puis si c'est effectivement du gavage, d'aller voir les éleveurs et demander s'il est possible de faire une visite. Sa méthode est empirique et redoutable. Sur la carte, il repère les installations qui pourraient ressembler à des salles de gavage. Après quelques kilomètres et au détour d'une route de campagne, il aperçoit enfin les installations qu'il a repérées. C'est absolument difficile de rentrer dans ce genre de salle. C'est-à-dire si on s'adresse, quand on s'adresse à l'éleveur, ils nous disent d'aller voir en fait le responsable de production du groupe. Et quand on s'adresse à la direction du groupe, c'est niette, toutes les portes sont fermées, quoi. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à filmer dans ce genre de salle parce que visiblement il y a une honte à montrer un petit peu ce qui se passe dans ces salles, quoi. Donc il faut souvent dire qu'on est étudiant ou des choses comme ça, pour espérer tomber sur un éleveur qui ne va pas en référer au groupe tout de suite. Sébastien va pouvoir pénétrer dans les bâtiments de cet éleveur en se faisant passer pour un étudiant dans l'agroalimentaire. Muni de sa caméra personnelle, il restera plus d'1 heure et demie dans la salle de gavage. Et voici les images qu'il a tournées et qu'il a accepté de mettre à notre disposition. Les bâtiments sont sombres, peu aérés et l'ambiance sonore insoutenable. Le gavage se fait non pas avec du maïs en grains lubrifié, mais avec cette pâtée, un mélange de farine de maïs et d'eau. C'est plus rapide pour gaver, jusqu'à 500 canards à l'heure. Il faut à peu près 3 secondes pour gaver un canard. Le gaveur a en fait une gâchette, voilà, sur sa main droite et dès qu'il a embuqué un canard, il va faire une impulsion. Et l'impulsion, avec le pneumatique, la force pneumatique, va envoyer 800 grammes de pâté directement à l'intérieur de l'estomac, dans le jabot des canards. Dans la production industrielle, tous les délais sont raccourcis. Les canards sont gavés plus jeunes, moins longtemps. Conséquence, leur foie est plus petit. C'est des animaux qui sont en moitié de gavage, donc leur état va se dégrader jusqu'à la semaine prochaine, partir à l'abattoir. Et ça, c'est des images assez classiques. L'industrialisation de la production et la pâtée ont permis en 20 ans de multiplier par plus de 6 la production de foie gras de canard. De 6 millions de volatiles gavés par an, nous sommes passés à presque 40 millions aujourd'hui. Et c'est désormais en usine que l'on produit le foie gras. Retour chez Euralis. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer l'intérieur d'une usine. Euralis en compte 3 en France. Une dans les Hautes-Pyrénées, une autre aux Herbiers, en Vendée, et enfin celle-ci en Dordogne, à Sarlat. C'est la seule que nous pourrons visiter. Lumière au néon, blouse blanche, bottes en caoutchouc, cheveux protégés par une charlotte. Là, on va rentrer directement dans l'atelier des vénards. L'hygiène est irréprochable, mais on est bien loin de l'ambiance d'une usine traditionnelle. Messieurs, dames,
On a, comme toute entreprise, des obligations de productivité, de rentabilité. Il faut qu'on soit compétitif. Donc effectivement, on travaille suivant des cadences. Et la cadence est soutenue quand il s'agit de fabriquer du bloc de foie gras. Là, on est rentré dans l'industrie. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur une zone qui est beaucoup plus mécanisée. Là, on est sur du travail de produits qui sont manufacturés. On est sur le bloc avec morceaux, bloc. Le bloc, souvenez-vous, c'est le produit entrée de gamme du foie gras. Il est fabriqué à partir des foies les plus abîmés, ceux qui ne peuvent être vendus entiers. Ils sont mixés, malaxés, puis copieusement assaisonnés. Là, c'est de l'ascorbate de sodium. On fait des armagnacs, Porto, voilà. Après, ça dépend des recettes et on les mélange dans le bac. La force de Rallis, c'est de savoir produire pour toutes les marques, à tous les prix. Du hard discount jusqu'aux produits plus haut de gamme exposés dans le magasin d'usine à Sarlat. C'est là que nous retrouvons le vice-président de Rallis. Alors les prix différents, c'est suivant l'exigence du client. C'est le cahier des charges de nos clients qui définit le produit qu'on va leur procurer, tout simplement. Et ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il y a des consommateurs. Exemple, on parle des premiers prix ou du hard discount. Il y a des consommateurs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un foie gras à un prix raisonnable. Voilà. C'est la démocratisation un petit peu de la consommation de foie gras. Un foie gras démocratisé, une machine industrielle organisée pour répondre aux besoins de la grande distribution. Face à un tel rouleau compresseur, quelle place, quel avenir pour les petits revendeurs locaux? Dans une zone commerciale proche de Souston, dans les Landes. Il est 10 h du matin, tous les commerces de la zone sont ouverts, sauf ce local de vente de produits du terroir. Il appartient à Pascal Bégard. Depuis 28 ans, elle cuisine des foies frais et vend ses préparations. Son métier, c'est conserveur, un savoir-faire dont elle a hérité de ses parents. Il y a un an, elle décide de faire construire cette nouvelle boutique au cœur d'une zone commerciale très fréquentée de la région. Elle vend directement aux particuliers et aux restaurateurs surtout. Seulement voilà. À partir de 2012, on a constaté une baisse de notre activité auprès des distributions chez les restaurants, qui représentaient 60% de notre chiffre. Et ils se sont dirigés plus vers un produit moins noble et vers la grande distribution. La crise est passée par là. Sa clientèle a fait des choix. Réduction des coûts à l'achat des produits, quitte à perdre en qualité. Pascal, en bout de chaîne, en fait aujourd'hui les frais. Conséquence, elle est en redressement judiciaire depuis 3 mois. Elle se débat dans les papiers administratifs toute la journée. Elle a même dû fermer sa boutique le temps d'organiser la survie de son activité. Alors il faut que je vous renvoie son bulletin du 7 au 31. Avouez qu'au bout de 28 ans, c'est quand même assez traumatisant de vivre ce genre de situation, quoi. Il y a des gros moments de doute, ouais. Ouais. On fera avec. C'est pas que ça me tracasse, c'est que... je me retrouve seule, donc c'est ça qui me... C'est une entreprise familiale au départ, donc on se retrouve sur un projet qu'on fait à 3 et puis se retrouver toute seule et voilà, donc c'est des moments de doute et de solitude, quoi. Bon. C'est pour ça que c'est important dans ces moments-là d'être entouré quand même de ses fournisseurs et de ses clients, quoi. C'est un petit peu ce qui me maintient. Pascal a obtenu du juge un délai pour tenter de sauver son entreprise. En janvier prochain, le tribunal décidera si oui ou non elle peut continuer son métier de conserveur. Les intermédiaires comme Pascal risquent probablement de bientôt tous disparaître. Impossible pour eux de s'aligner sur les prix des hypermarchés. D'autant plus que la grande distribution a trouvé le bon filon pour proposer des produits encore moins chers.
Au petit matin, dans la halle à la volaille à Rungis. À la veille des fêtes de Noël, les acheteurs professionnels de foie gras se bousculent. Dans les allées, les caisses débordent de produits arrivés de plusieurs régions de France. La plupart des enseignes de gros présentes à Rungis proposent des foies frais estampillés Sud-Ouest. Mais en regardant de plus près, on trouve des origines un peu plus lointaines. Belgique et surtout Bulgarie. C'est la période de Noël, la demande est forte. Les négociants vont donc chercher du renfort à l'étranger. Mais à quel prix sont proposés ces produits? On peut parler de 30%, à peu près 30-40% moins cher. Comment expliquer une telle différence de prix? Peut-on faire confiance au foie gras d'Europe de l'Est? Nous allons voir si nous trouvons des réponses en Bulgarie. Ce pays élève et exporte des canards depuis le début des années 90. Il est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de canards gras. La Bulgarie est entrée dans la communauté européenne en 2007. Elle produit beaucoup moins de foie gras que la France, 8 fois moins. Les Bulgares n'en achètent pas, trop cher pour leur porte-monnaie. Mais la France est son premier client à l'exportation. Pour aller visiter les fermes de foie gras, il faut quitter Sofia, la capitale, et prendre la direction du sud-est, vers la mer Noire. Au bout de 200 km, nous atteignons les premiers villages des environs de Brezovo. C'est cette région qui produit le plus de foie gras. Toutes nos demandes d'autorisation de tournage ont été refusées. Ici, on ne veut pas de journalistes français à l'intérieur des installations bulgares. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas rentrer. Nous voulons comprendre pourquoi. Nous appelons le propriétaire d'une des fermes. Pourquoi on ne peut pas filmer? On ne veut pas montrer nos méthodes de travail. C'est comme ça. On doit comprendre que c'est un secret de fabrication? Oui, c'est ça. On ne veut pas le montrer. Qu'est-ce qui se cache derrière les murs des fermes d'élevage? Les méthodes de production bulgares renferment-elles des secrets de fabrication? Pas facile d'obtenir des réponses. Nous poursuivons notre route. Tout le long, des dizaines de fermes d'élevage. Quelques-unes sont même en construction, preuve d'une activité florissante. Arrivés à Brezovo, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. On découvre des pancartes écrites en français. Il y aurait donc des Français qui viennent faire des affaires dans ce village. D'ailleurs, sur une façade d'un abattoir, une enseigne que nous connaissons bien, Euralis. Nous apprenons que la coopérative française est propriétaire de ces installations depuis 2004. Elle produit 20% des canards gras de Bulgarie. Okay. Non, allez, dégage. Okay. L'activité des Français en Bulgarie va encore se confirmer un peu plus tard, et d'une façon tout à fait inattendue. Il faut prendre la direction cette fois-ci du centre de la Bulgarie. Après 2 heures de route, nous sommes accueillis par des fermiers indépendants. Eux ne travaillent pas avec Euralis, mais ils font bien du commerce avec la France. Nous sommes chez Ivan, éleveur, et nous allons faire une découverte surprenante. Il a reçu ce matin son lot de canetons, 2000 pièces, dont la moitié sont en fait des canettes. Le bon de livraison de l'entreprise française qui les a délivrés l'atteste. Mais d'où proviennent tous ces lots de canards? De Hongrie. De Hongrie après la France? Oui, en avion depuis la France jusqu'en Hongrie et ensuite en camion jusqu'ici. En France, on n'aime pas élever des canettes. Pourquoi? Car leurs foies sont de moins bonne qualité que celui des canetons. Une fois dans l'assiette, leur texture ne tient pas. Ils sont remplis de veines et ça exige beaucoup de travail, donc de main-d'œuvre pour les déveiner. À l'étranger, on peut trouver de la main-d'œuvre moins chère. C'est le principe de la délocalisation. C'est pourquoi ces canettes sont envoyées en Bulgarie. Ici, elles sont élevées et gavées, puis leur foie déveiné. Et tout cela pour bien moins cher qu'en France. Dans la ferme voisine, 700 femelles seront abattues dans quelques jours. C'est une commande pour les Français, c'est ce que confirme ce gaveur.
Après l'abattage, les canards sont récupérés par des sociétés d'import-export. Ces compagnies ont des contrats avec des négociants français. Eux réclament les quantités, les qualités, mâles, femelles. Le processus de production est bulgare, mais ce sont les Français qui donnent les ordres. Ils passent leurs commandes en fonction de leurs besoins, et quand c'est prêt, ils récupèrent eux-mêmes la marchandise. Mâles et femelles confondus, 70% de cette production bulgare se retrouve dans nos assiettes durant les fêtes. On la retrouve principalement dans des foie gras low cost, essentiellement du bloc, le produit entrée de gamme des foie gras. Et ce sont des intermédiaires qui se chargent de négocier ces tonnes de foie gras bulgare à moindre coût, plus de 20% moins cher que le produit français. De gros volumes quittent chaque jour la Bulgarie pour arriver en France et permettre aux intermédiaires de faire des marges confortables. Mais peu osent l'avouer. Un seul d'entre eux a accepté de nous répondre par téléphone. Il est négociant au marché de Rungis. Vous achetez directement en Bulgarie et vous revendez à qui? À tout le monde. À tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir dans son rayon un premier prix. Nous, on est clair. On est tout le monde, toute la filière est très claire. Les consommateurs, ils veulent entendre que voilà, c'est l'agriculteur du coin qui a fabriqué sous un chêne, assis au fond du Gers, et que tout est beau et tout est merveilleux. Les gens veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est comme ça. La mariée doit toujours être belle. En 20 ans, le foie gras d'importation a réussi à se tailler une belle part de marché en France, 20%. Alors comment savoir si le foie gras que nous allons acheter est 100% français? Y a-t-il une fraude possible qui pourrait tromper le consommateur? Pour cela, la DGCCRF veille. C'est le service de répression des fraudes. Et ce n'est pas simple, car un foie gras cru qui vient de l'étranger peut se retrouver étiqueté 100% français. Pour cela, il faut simplement qu'il ait été transformé en France. Lorsque le consommateur achète du foie gras, il va acheter un produit qu'il va s'imaginer être français. Mais ce n'est pas parce que le travail sur le produit, le déménage, la transformation, tout ce qui est fait sur le foie gras est français, que le canard était français. Voilà ce que le consommateur doit savoir. Le produit peut avoir un savoir-faire français, être en grande partie travaillé en France, mais l'animal peut être étranger. Mais pourtant, il y aura écrit Origine France. Et pourtant, on va tolérer qu'il y ait marqué produit français sur la boîte, quelle que soit l'allégation du professionnel, parce que il aura de bonne foi estimé que tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est autre chose qu'un simple canard en train de courir dans les champs. Pour aider le consommateur à y voir plus clair, les industriels ont créé en 1995 un label, l'IGP, l'indication géographique protégée. Elle garantirait l'origine des canards, la méthode de fabrication et la nourriture du canard, 100% sud-ouest, sans antibiotiques et dans le respect de l'animal. Pourtant, un homme a jeté de sévères soupçons sur ce label. Cet homme, c'est Philippe Lapac. Depuis 10 ans, il se bat pour informer le consommateur sur les dessous du label. En 2002, cet ancien chauffeur routier décide de devenir éleveur de canards. Euralis tombe à pic, car la coopérative l'aide non seulement à s'installer, mais elle lui fournit aussi tout le matériel nécessaire pour débuter son activité. Les locaux sortent de terre, ils coûtent 150 000 €, remboursables sur 8 ans. Euralis se charge de livrer les canards et de les récupérer quand ils sont gavés. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines de l'exploitation de Philippe Lapac. C'est ce qui reste de la salle de gavage. C'est, si vous voulez, là, sur ces fosses, vous aviez les cages, il y en avait 4 rangs comme ça, ce qui représentait 968 canards. J'étais bien, quoi, ici. J'avais possibilité d'avoir une activité juste en face de chez moi. Juste cette petite route à traverser, c'était vraiment bien. Ça aurait pu être le rêve qui s'est transformé en cauchemar. Le cauchemar a commencé lorsque les premiers signes de maladie sont apparus sur certains de ces canards, notamment le DERSI, un virus qui nuit à la croissance de la volaille.
Trop de canards sont touchés. Philippe Lapac se tourne vers les techniciens d'Euralis pour trouver les remèdes. Je me suis effectivement très vite aperçu qu'il y avait des canards bizarres, parce que moi je n'étais pas du métier, faut quand même pas l'oublier, des canards bizarres. Donc j'en faisais part aux techniciens qui de temps en temps passaient. Oui, bon, c'est le derzi, ou c'est les ailes cassées comme on les appelle, ou les becs courts. Bon. Oui, mais seulement le problème, c'est que ces canards malades ne peuvent pas produire du foie comme un canard normal, et surtout en bonne santé, c'est logique. Seule solution pour le gaveur, utiliser les antibiotiques recommandés par la coopérative. Seulement, c'est en contradiction avec la charte du label de qualité, notamment l'IGP. Ces médicaments, conformément à la réglementation, c'est radicalement interdit pendant le gavage. Or, c'est ce qu'on fait chez Euralis. J'ai dit non. J'ai dit j'arrête là, vous me forcez à faire des trucs que moi je ne veux pas. Sa décision est irrévocable, mais elle est particulièrement douloureuse pour lui car il est toujours débiteur de la coopérative. Pour rembourser une partie de ses dettes, il vend sa maison, cesse son exploitation et déménage. Non loin de son ancienne ferme, Philippe retrouve ses anciens voisins qui l'ont toujours soutenu, dont un petit fermier qui cultive du maïs dans la région. Aujourd'hui, le journal local parle à nouveau de Philippe Lapac, car il a engagé une bataille contre Euralis. Bonjour. Et alors? Je vais apparaître. Ah, je me suis perdu les lunettes, putain. Ah, ça... Tiens, la bataille entre Euralis et l'ancien gaveur continue. Je rigole parce que on m'a dit que j'étais le voisin de Lapac, que j'allais aller en prison. C'est la VRS qui me l'a dit. Ah ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On t'enverra. On aura des oranges ensemble. Sur la route qui nous ramène à Mont-de-Marsan, des panneaux omniprésents au nom d'Euralis. Le groupe est propriétaire d'une grande partie des champs de maïs et bon nombre d'exploitations travaillent pour lui. Beaucoup d'agriculteurs travaillent pour Euralis. Hein. C'est un groupe qui a vite fait de faire des représailles. Hein. Dès lors où il y en a un qui veut se manifester, il est certain qu'il aura des représailles d'une façon ou d'une autre. Donc il faut comprendre aussi ces gens-là qui restent dans une certaine omerta parce que ils craignent aussi pour leur sécurité d'emploi, pour leur avenir. Seul dans son combat au début, Philippe Lapac a mis 10 ans à réunir d'autres plaignants. Ils sont maintenant 5 en tout. Pour beaucoup de petits producteurs, la coopérative est le seul moyen de survivre. Alors rares sont ceux qui osent prendre la parole. Philippe nous emmène chez Emmanuel Grémont. Aujourd'hui, il a repris son métier d'origine de chauffeur routier. Il a gavé des canards pendant 7 ans pour Euralis. Mais la bataille que menait Philippe Lapac le perturbait. Oui. Emmanuel a fini par interroger la coopérative. Suite à une réunion que Philippe avait fait chez lui, à l'époque, en 2004, début 2004. Non, 2003, pardon, oui. Moi, derrière, j'ai le technicien de chez Euralis qui est venu me trouver en me disant « Ne fréquentez pas Monsieur Lapac, sinon vous aurez des problèmes. On vous livrera des canards de merde ou on vous livrera pas du tout. » Et étant donné que c'est eux qui ont financé ma salle, donc forcément, sans canard, je peux pas les rembourser, donc c'est le grand plongeon, quoi. On dit aux consommateurs, voilà, vous avez du produit GP, c'est garanti, machin truc, et bidule. Enfin... Pendant 7 ans, Emmanuel a continué de gaver ses canards aux antibiotiques avant de choisir de dénoncer cette pratique, preuve à l'appui. J'ai quand même là 2 factures qui sont totalement différentes. Donc j'ai bien un lot qui est malade, reconnu par le technicien. Et là, je ne citerai pas le nom, hein, mais c'est le technicien qui va chercher le produit lui-même et qui me l'amène. Par contre, on me le facture à moi, hein, ça c'est clair. Hein. C'est vrai que dans les dents, Emmanuel savait que les foies fournis seraient de moins bonne qualité. Noyé dans une gestion défectueuse, confronté à de graves problèmes de santé, son affaire finira par péricliter. Mont-de-Marsan. Adrien Ville est l'avocat qui a repris le dossier des plaignants en 2012.
C'est lui qui a déposé la plainte collective initiée par Philippe Lapac. Pour le moment, aucune enquête n'a été lancée par la justice. J'ai des pièces qui m'ont été communiquées par mes clients qui étaient gaveurs, qui travaillaient pour Euralis. Dans ces pièces, j'ai la certitude que des produits ont été administrés à certains canards qui étaient malades, notamment du sulfate de cuivre et des antibiotiques, ainsi que des compléments alimentaires. Les gaveurs travaillaient sous le label IGP, ce qui signifie que ces canards doivent être nourris à base de maïs exclusivement et que tout traitement vétérinaire est proscrit. Vous avez quelques gaveurs d'un côté et un groupe industriel très puissant de l'autre. J'ai appris il y a quelques mois que le président de la République avait fait un voyage en Chine et que dans ses bagages, il y avait le président d'Euralis. Voilà, c'est un groupe industriel très important qui a ses entrées dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et vous avez en face quelques gaveurs complètement acculés, pour certains ruinés, qui s'attaquent à ce géant. Et il n'y a pas de réponse. Ils ont saisi la justice et il n'y a pas de réponse. Madame Christiane... Nous avons interrogé Claude Laberdesque, le vice-président d'Euralis, sur le cas de ces 5 gaveurs en guerre contre la coopérative. Ils étaient accompagnés comme les autres. C'est le résultat technique. C'est-à-dire? Mais on a tous eu des mauvaises bandes. Mais on n'a pas 20 mauvaises bandes dans l'année. On est des éleveurs. On travaille avec les animaux. Vous dites qu'ils sont mauvais. Ils peuvent être mauvais éleveurs. Oui, ils pouvaient être de mauvais éleveurs. Ils pouvaient, parce que je ne les connais pas tous. J'en connais certains. Voilà. Et pourtant, ils étaient accompagnés à la fois techniquement, mais aussi financièrement. Parce que le groupement que je préside, on a mis en place une caisse de compensation et on aidait ces gens-là, dont certains, je ne vais pas citer le nom, qui sont là, on les a aidés à passer le cap sur certaines bandes. Parce que ça, c'est la rémunération de la bande, mais ils ne vous disent pas ce qu'eux ont touché comme indemnité de la part du groupement de producteurs. Quant aux antibiotiques, la coopérative assure encadrer strictement leur usage. Non, alors, l'utilisation d'antibiotiques, dans le cadre du cahier des charges IGP, est interdite pendant la période d'engraissement. Quand un lot est malade, et ça représente 1 à 2% des lots à peine que l'on met en place. Si un lot est malade, un animal malade, je le soigne. Si le vétérinaire prescrit un antibiotique, je lui donne un antibiotique. Et à ce moment-là, le lot, il est déclassé au niveau de l'abattoir, il n'est pas utilisé en IGP. Par contre, le gaveur est rémunéré en IGP. En d'autres termes, Claude Laberdesque vient de nous confier que des fois, extraits de canard soignés aux antibiotiques sont malgré tout commercialisés, mais ils ne seront pas labellisés. Alors, comment être sûr d'acheter du foie gras industriel produit dans les règles de la tradition? Il existe un label bien connu des consommateurs et qui concerne les produits fermiers, le label rouge. Peut-on se fier à ce label pour être certain de consommer du foie gras produit dans les règles de l'art? Pour répondre, nous nous rendons dans les Landes, à la rencontre de Sandrine Lesgourg. Issue d'une grande famille du foie gras, elle fait partie de ceux qui ont créé le label rouge au début des années 90. Ce matin, elle reçoit les canards de l'un de ses producteurs. Les volailles arrivent ici, dans leur carcasse. Mais avant d'extraire le foie de la carcasse, on appelle cette technique l'éviscération, il faut un peu de patience et avoir attendu entre 12 et 24 heures après l'abattage du canard, le temps que la carcasse refroidisse. Protégé par sa graisse et par sa membrane, donc il va refroidir tout doucement et là il va avoir plus de senteur, plus de goût. Puis on extrait le foie, c'est l'éviscération à froid. En 94, 93, 94, les petits faiseurs, les professionnels des Landes, dont on faisait partie, les familles locales, ont écrit un cahier des charges, ont retranscrit un cahier des charges de la façon comme on travaillait autrefois. Et on a appelé ce cahier des charges le label rouge. Mais il y a 2 ans, revirement de situation.
Pour les industriels, l'éviscération à froid, c'est une perte de temps et ce n'est pas bon pour le rendement. Alors ils décident d'imposer l'éviscération à chaud, dans le label rouge. Fini le temps d'attente pour travailler le canard, c'est moins cher et plus rentable. Terminé l'éviscération à froid, place à l'éviscération à chaud. Pour nous, professionnels traditionnels, c'est une perte de savoir-faire et on accepte une autre façon dans le cahier des charges du label rouge. Car c'est bien ça le problème. Le cahier des charges du label rouge a été modifié. Et aujourd'hui, l'étiquette est autorisée sur les deux types de foie gras. Ce produit avec l'éviscération à chaud et ce produit avec l'éviscération à froid. L'éviscération à froid va disparaître si on n'est que 2 ou 3 à continuer à éviscérer à froid. Et suivant les années, ça peut disparaître. Et je trouve que c'est dommage parce que le consommateur a besoin de connaître cette différence. Mais Sandrine Lesgourg agace le CIFOG. Le CIFOG, c'est le syndicat des professionnels du foie gras. Son vice-président considère que c'est un faux débat. Pour lui, toutes les méthodes de production se valent. J'ai horreur, mais horreur, qu'on fasse une opposition de style entre les gens qui pratiquent un même métier. Parce qu'il est facile de... Vous savez, même entre producteurs conservés à la ferme, il est facile de dire que son foie gras est meilleur que celui du voisin. D'accord ? Et effectivement, de dire que celui-là, il est meilleur que celui de la région voisine. Cette viscération à chaud ou à froid, c'est des surcoûts de production pour une qualité gustative où il n'y a aucune différence. Et ceci est largement prouvé. Je le connais bien, je suis même un producteur en label rouge. Donc je peux très bien vous en parler. On pratique tous le même métier. Et cette opposition de style, je n'y adhère absolument pas. Parce que ça reste toujours les mêmes méthodes de production, les mêmes critères techniques et les mêmes façons de produire, de le transformer et de le commercialiser. Aucune différence gustative ? Ça, c'est le point de vue du représentant de la profession. Nous avons voulu toutefois nous faire notre propre opinion. Et c'est à Paris, chez Ferrandi, l'école française de la gastronomie, que nous avons fait le test. Avec l'aide de notre chef, Alain Lecourtois, qui a réuni 3 amateurs. Nous avons choisi de comparer des foie gras crus, prêts à cuisiner, de 3 origines différentes. Vont passer à la poêle un foie gras fermier label rouge, éviscéré à froid, selon la pure tradition, un foie gras cru industriel haut de gamme, enfin, un foie gras cru d'importation bulgare, acheté le matin même à Rungis, mais déveiné. On va les laisser à peu près une petite minute de chaque côté. Non, on bouge plus. Merci. Et on les dépose sur le papier absorbant, ici. Le verdict de la graisse résiduelle dans la poêle va être impartial. Voilà, très bien. La poêle, ici. La poêle du foie gras d'importation. La poêle du foie gras industriel. Présentez votre poêle. Le foie gras. La ferme. Le foie gras fermier. Les 3 graisses ont un aspect différent, tout comme leur odeur. Ça sent l'huile. Celui-ci est parfumé. Celui-là, ouais, on sent un peu de parfum, il y a plus d'odeur en tout cas, il y a plus de choses à remarquer dans celui-ci que dans l'autre. Plus de fumée pour la graisse du foie fermier. L'industriel, lui, sent l'huile. Quant au foie d'importation... Ça, c'est la graisse brûlée quand même. Et puis c'est un petit peu inquiétant, toute cette espèce de mousse ou de dépôt qui n'est pas du dépôt en bas, mais qui est en haut. C'est la mousse. Décidément, ce sera le foie gras fermier qui emportera tous les suffrages. L'oxygène, un petit peu, on va l'aérer en la remuant comme cela. C'est très technique, hein, et on peut ressentir. Alors là, ça exalte vraiment. On a le grain comme un grain torréfié, quoi. C'est significatif. Daniel. Ah oui, c'est vrai. Mais on en boirait presque. On retrouvait quand on avait le foie cru, quand on l'a ouvert. Tout à fait ça. Ouais. Tout à l'heure, on a fait le test du foie gras cru, où il y avait l'odeur de terroir, l'odeur du grain, et là, on retrouve ça également. La cuisson n'a pas tué l'odeur. Enfin, comparaison de la découpe et de la dégustation. Le foie cru d'importation a été événé. Normal qu'il se soit effrité à la cuisson. Il n'y a rien qui... C'est de la pâtée. En goût,
Il n'a pas beaucoup de goût, je trouve. Il a pas beaucoup. Pour les deux autres, l'industriel et le fermier, la texture est assez semblable. J'ai mis un peu de fleur de sel. Plus compact quand même, hein. Mais la comparaison s'arrête là. Verdict des élèves, la saveur du foie gras industriel ne résiste pas à celle de la qualité fermière. Pas assaisonné du tout. En plus, sur le fermier, il reste un peu de fermeté. C'est plus agréable à manger que... Caramélisé. Sur celui-ci, celui-là, c'est vraiment... Cuisiner son propre foie gras cru est une façon de maîtriser la transformation du produit jusqu'à notre assiette. D'ailleurs, c'est de plus en plus la tendance du moment. Et c'est à la portée de tous. Pour tous les amateurs, il se cuisine nature, avec des légumes ou des ingrédients plus surprenants, comme des langoustines. Le foie cru sera cette année la star des fêtes de Noël. Il représente déjà 25% des ventes, une hausse fulgurante de ces dernières années. Tellement de goûts différents. On sent les cèpes, la langoustine, la mer, et aussi un peu le terroir. C'est certain. Le foie gras est désormais accessible à tous les porte-monnaies. C'est certain. On n'a que l'embarras du choix pour se faire plaisir. Mais commencez bien par distinguer le foie gras entier du bloc. Entier, c'est le must. Le bloc, c'est l'entrée de gamme. Si on préfère le goût le plus proche du foie gras de nos grands-mères, une texture solide et une saveur rustique, il faut choisir bien sûr le foie gras entier, mais de fabrication traditionnelle. Comment le trouver? Soit le commander directement à la ferme, soit repérer une grande surface qui accueille un petit producteur dans ses rayons. Mais ce produit-là sera plus cher. Si on veut se rassurer avec un label, on sait désormais qu'il peut masquer des types de fabrication qui ont fait quelques entorses aux méthodes traditionnelles. Une ombre plane désormais sur les produits estampillés Sud-Ouest. Quant aux origines, France ou étrangers, le flou persiste sur tous les produits transformés par des méthodes industrielles. En général, dans le bloc, le bas de gamme, on trouvera du foie d'origine étrangère. Malgré tout, quel que soit le budget de votre assiette pour Noël, à qualité différente, le foie gras, c'est avant tout une question de goût.